Grand 2.2, la fonction d'état enthalpie libre G. Définition. L'enthalpie libre d'un système thermodynamique, noté G, est définie par G égale H moins T fois S. G est une fonction d'état extensive du système, on l'appelle aussi énergie de Gibbs, et c'est d'ailleurs de là que vient la notation G. Pour exprimer une variation élémentaire dG d'enthalpie libre, on peut utiliser les identités thermodynamiques qu'on a vues précédemment. On a vu que pour l'enthalpie H, on avait dH égale TdS plus VdP plus delta W' moins T delta SC. Eh bien, on peut exprimer maintenant dG à partir de dH en utilisant la définition G égale H moins TS. Je vous laisse le faire pour vous entraîner. C'est dans le même esprit que l'expression de dH à partir de DU. Comme ça, vous rentrez un petit peu dans la mécanique. Vous voyez comment ça fonctionne. Et je donne le résultat dans quelques instants. dG égale D de H moins TS. En distribuant la différentielle égale DH moins TdS moins SDT. En remplaçant DH par son expression dG égale TdS plus VdP plus delta W' moins T delta SC moins TdS moins SDT. Ici, le TdS et le moins TdS se simplifient. Et on arrive à la troisième identité thermodynamique que je veux que vous reteniez. dG égale moins SDT plus VdP plus delta W' moins T delta SC. Dans le cas précis d'une transformation isotherme-isobare, telle que seules les forces de pression travaillent, on peut dire que dt égale 0, puisque c'est isotherme, dp égale 0, puisque c'est isobare, delta W' égale 0, puisque seules les forces de pression travaillent. Autrement dit, on a dg qui est égal à moins t delta SC uniquement. Tout s'en va, sauf le moins t delta SC. Or, ce moins t delta SC, il est forcément inférieur ou égal à 0, puisque delta SC est forcément supérieur ou égal à 0 par définition. On a donc une fonction qui ne peut que décroître, puisque elle est forcément, dg est forcément inférieur ou égal à 0. On peut dire que pour une évolution spontanée, autrement dit le cas où l'entropie créée serait non nulle, dg sera forcément inférieur à 0, strictement inférieur à 0, et on atteindra l'équilibre quand delta SC sera égal à 0, autrement dit quand dg sera égal à 0. On comprend l'intérêt de l'enthalpie libre G, c'est que pour une évolution qui est isotherme, isobare, telle que seules les forces de pression travaillent, G a le rôle de potentiel thermodynamique. De plus, et là ça va être une remarque importante, dans la définition de G, on a dit que c'était une fonction d'état, autrement dit que son évolution ne dépend pas du chemin suivi. Si on considère une évolution qui n'est pas isotherme, isobare, mais qui est monotherme, monobare, eh bien on peut dire que, comme elle est monotherme, monobare, et qu'à l'état initial et à l'état final, elle doit être à la même température que le milieu extérieur, alors la température initiale sera la même que la température finale, la même que la température extérieure, la pression initiale sera la même que la pression finale, la même que la pression extérieure, eh bien on n'a qu'à dire qu'on peut étudier dG sur un chemin isotherme isobare. Même si, entre l'état initial et l'état final, il a pu y avoir des variations de température et des variations de pression, au final, l'état initial et l'état final ont même température et même pression. Et comme ça ne dépend pas du chemin suivi, la variation de G, on peut toujours dire qu'il existe un chemin isotherme isobare que l'on choisit pour calculer G. Et c'est comme ça qu'on peut étendre le rôle de potentiel thermodynamique de G à toutes les évolutions monothermes, monobares, telles que seules les forces de pression travaillent, donc delta W' égale 0. Et là, faites bien attention à cette affirmation qu'on écrit là, parce qu'on va beaucoup l'utiliser. Pour une évolution monotherme monobare telle que delta W' égale 0, l'enthalpie libre G a le rôle de potentiel thermodynamique. L'équilibre est donc atteint quand G est minimal. Ça, en chimie, on va beaucoup l'utiliser, puisque je vous ai dit, le cas d'une réaction en phase liquide qui se passe dans un bécher, le cas le plus simple, eh bien c'est une évolution monotherme monobare, justement telle que delta W' égale 0. Et donc en chimie, souvent, il va s'agir de trouver le minimum de G pour savoir, pour trouver l'état d'équilibre du système. Grand 2.3, relations différentielles et outils mathématiques. Petit a, identité thermodynamique de G. On vient d'écrire l'identité thermodynamique qui permet d'exprimer dG et qui peut se simplifier lorsqu'on est dans un cas réversible avec delta W' égale 0. Rappelons donc les trois identités thermodynamiques à retenir. Il y a du égale TdS moins PdV, dH égale TdS plus VdP, et dG égale moins SDT plus VdP.
Alors vous allez me dire, elles se ressemblent beaucoup, ces trois identités thermodynamiques. Et finalement, c'est plutôt une bonne chose pour les retenir. Vous n'avez qu'à en retenir une. Par exemple, du égale TdS moins PdV. Facile à retrouver à partir des deux principes, premier principe et deuxième principe. Et à partir de celle-là, vous savez que pour passer à dH, il faut changer le rôle de P et V et changer le signe. Et ensuite, pour passer de dH à dG, il faut changer le rôle de S et T et changer le signe. Et si vous retenez ça, voilà, comme ça, vous pouvez facilement retrouver, si vous avez un doute, à partir du premier et du deuxième principe, toutes les identités thermodynamiques. Il ne faut pas oublier que là, ce qui est écrit en rouge, ce sont les identités dans le cas de transformation réversible, telle que delta W' égale 0. Si on n'est plus dans le cas réversible et delta W' égale 0, il faut rajouter à chacune de ces identités plus delta W' moins T delta SC, plus delta W' moins T delta SC, plus delta W' moins T delta SC. Ce qui est pratique, c'est que c'est la même chose à rajouter partout, que ce soit pour DU, DH et DG, quand on est dans des cas soit non réversibles, soit avec d'autres forces qui travaillent que les forces de pression. J'insiste une dernière fois, ces identités sont vraiment à savoir par cœur, la partie rouge, mais aussi la partie bleue, parce qu'on va les utiliser dans toutes les démonstrations théoriques. Petit b, propriété des différentiels totales. La première identité thermodynamique s'écrit du égale TdS moins PdV. À partir de là, si on décide de faire la différentielle partielle de U par rapport à l'entropie à volume constant, on va se retrouver avec d rond U sur d rond S. Si on considère que le volume est constant, dV vaut 0. Donc d rond U sur d rond S, ce sera égal à T, la température. De la même façon, d rond U sur d rond V, si je divise par dV et je considère que S est constant, je vais me retrouver avec d rond U sur d rond V qui sera simplement égal à moins P. Autrement dit, quand on écrit du égale TdS moins PdV, on peut aussi dire que du, c'est d rond U sur d rond S à V constant ds, plus d rond U sur d rond V à S constant dV. Et là, vous retrouvez une expression de la différentielle que vous avez déjà vue en physique, si on considère une fonction z qui a n variables, x1, x2, xn, alors on peut écrire en fait qu'une variation élémentaire de z, dz, ce sera d rond z sur d rond x1 en considérant que tous les autres xi ne varient pas, fois dx1, plus d rond z sur d rond x2, dx2, etc., plus d rond z sur d rond xn, dxn. On peut l'écrire sous cette formule générale, dz, c'est la somme, finalement, de tous les d rond z sur d rond xi, dxi. Et ça va nous être utile, puisque à partir des identités thermodynamiques, ça va nous permettre d'écrire les dérivées partielles qui vont nous permettre plus tard de donner des résultats intéressants. Par exemple, à partir de la deuxième identité thermodynamique, dH égale TdS plus VdP, eh bien je reconnais que le T qui est devant le ds, c'est en fait d rond H sur d rond S. Je reconnais que le V qui est devant le dP, c'est d rond H sur d rond P. Autrement dit, je sais que, juste en me souvenant de cette identité thermodynamique, je sais que d rond H sur d rond S, c'est T, et je sais que d rond H sur d rond P, c'est V. Faites maintenant la même démarche à partir de la troisième identité thermodynamique. Puisque dG c'est moins SDT plus VdP, quelles sont les deux dérivées partielles de G que l'on peut en déduire? Mettez pause sur la vidéo et je vous donne le résultat dans quelques instants. On reconnaît que moins S c'est d rond G sur d rond T et on reconnaît que V c'est d rond G sur d rond P. Ça c'est un résultat utile. Les autres résultats avec U et H, on les utilisera moins souvent. Mais par contre, le résultat avec G, on l'utilisera beaucoup. Pourquoi? Parce que justement, G, c'est le potentiel thermodynamique qui nous intéresse en chimie, puisqu'on fait des réactions monothermes monobares. Donc comme c'est le potentiel thermodynamique, c'est celui dont on va étudier l'évolution. L'évolution avec la température, l'évolution avec la pression. Donc il faut les retenir, ces formules. Par contre, à chaque fois, il faudra les redémontrer. Pour les redémontrer, ce n'est pas très compliqué, puisque vous pouvez vous souvenir quand même de cette identité thermodynamique par cœur, et ensuite c'est simplement une reconnaissance des termes. Petit c, relation de Maxwell. Il y a un théorème en mathématiques qui s'appelle le théorème de Schwartz, et qui dit que la dérivation partielle est commutative. Ça signifie ceci. Concrètement, si j'écris d rond sur dx1 de d rond z sur d rond x2, z étant une fonction de x1 et de x2, eh bien ça, je peux l'écrire finalement, c'est équivalent à l'écriture d au carré de z, divisé par d rond x1, d rond x2. Ce qui est équivalent à l'écriture d rond carré z sur d rond x2, d rond x1, que je peux aussi écrire d rond sur d rond x2 de, entre parenthèses, d rond z sur d rond x1.
Autrement dit, simplement, j'ai le droit d'inverser les dérivées. Ici, je fais la dérivée par rapport à x1 de d rond z sur d rond x2, ben, j'ai le droit de dire que c'est la même chose que la dérivée par rapport à x2 de d rond z sur d rond x1. Et ça va être très utile, en particulier pour montrer un certain nombre de relations. Et on peut commencer par la relation de Maxwell. Donc pour rappel, on vient de dire l'identité thermodynamique dg égale moins sdt plus vdp, qui nous permet de reconnaître que moins s, c'est d rond g sur d rond t, et que v, c'est d rond g sur d rond p. Si j'utilise le théorème de Schwartz pour exprimer d rond v sur d rond t, alors je vais écrire ceci, d rond v sur d rond t, c'est en fait égal à d rond sur d rond t de d rond g sur d rond p, puisque je peux remplacer v par d rond g sur d rond p. Et là, j'utilise le théorème de Schwartz, je fais la commutativité, j'inverse t et p, et je me retrouve avec d rond sur d rond p de d rond g sur d rond t. Or, d rond g sur d rond t, justement, c'est moins s. Autrement dit, in fine, le théorème de Schwartz nous a amené à la relation de Maxwell qui dit que d rond v sur d rond t est égal à moins d rond s sur d rond p. Alors, cette relation exactement, on va pas vraiment l'utiliser, elle sera pas très utile. Ce que je veux, c'est que vous reteniez comment on a utilisé la commutativité pour la démontrer, parce que ça sera utile dans de futures démonstrations. Petit c, relation de Gibbs-Helmholtz. Ça, c'est une relation qui sera à connaître, mais sa démonstration est hors programme. Pour autant, je vous fais quand même la démonstration parce qu'elle est tout à fait accessible, elle est juste un petit peu difficile à retenir parce qu'elle utilise des astuces. Donc, par définition, G égale H moins TS. On peut donc exprimer H en disant que H c'est G plus TS, simplement en passant dans le plan de TS. Or, on a vu précédemment que d rond G sur d rond T, c'était moins S. Donc je peux remplacer le S qui est ici par moins d rond G sur d rond T. Donc H c'est G moins T fois d rond G sur d rond T. Là, une astuce consiste à diviser ceci par moins 1 sur T carré. Si je divise ça par moins 1 sur T carré, j'ai l'expression moins h sur t carré égale moins g sur t carré plus 1 sur t fois d rond g sur d rond t. Autrement dit, en mettant sous le même dénominateur t carré, moins h sur t carré égale t fois d rond g sur d rond t moins g sur t au carré. Et pourquoi c'est intéressant d'écrire ceci comme ça? Parce que là, on reconnaît dans cette expression-là la dérivée d'une fonction qui serait u sur v prime. Alors, en effet, si je prends la dérivée de u sur v, c'est u' v moins uv' sur v carré. Ça, c'est la formule de mathématiques que vous connaissez bien. Et bien là, je me retrouve avec ce d rond g sur d rond t qui serait u', avec u qui serait g. Donc, on aurait u' fois v, avec v qui serait 1 fois t, moins u, c'est donc g, fois v', or v', puisque je dérive par rapport à la température, c'est 1, sur t au carré. Donc là, je reconnais ça, et je peux dire que, donc, finalement, tout ça, c'est la dérivée de G sur T par rapport à la température. Donc vous avez vu, en effet, il y a quelques astuces pour cette démonstration, mais heureusement, elle n'est pas à connaître. La démonstration n'est pas à connaître, mais la relation est à connaître. Moins H sur T carré égale D rond de G sur T sur D rond T. La relation de Gibbs-Helmholtz. Elle sera utile uniquement dans le chapitre suivant, cette relation. Et dans le chapitre suivant, on verra une astuce pour s'en souvenir un peu plus facilement, parce que là, c'est vrai qu'elle est très théorique. Donc, ne paniquez pas si vous trouvez que cette relation est étrange. De toute façon, on reviendra dessus dans le chapitre suivant. Voilà, simplement, je la mets maintenant, puisqu'on utilise les relations différentielles pour la démontrer. À noter au niveau mémotechnique qu'elle s'appelle Gibbs-Helmholtz, qui sont les deux scientifiques qui ont donné la notation G et H pour enthalpie et enthalpie libre. Donc on peut se souvenir que la relation de Gibbs-Helmholtz permet de relier G et H par une relation différentielle. Dans la suite du chapitre, nous allons définir des nouvelles notions comme le potentiel chimique qui vont nous aider cette fois à exprimer justement l'évolution de l'enthalpie libre, G, lorsqu'une réaction chimique a lieu pour trouver son minimum et pour trouver l'état d'équilibre du système.